Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Il a 42 ans, il était candidat à la présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Le professeur Abdoulaye Souma est avec nous. Avec lui, nous ferons le bilan de sa participation aux élections, les déclarations d'appartenance à l'opposition ou à la majorité, la gouvernance du pays, la réconciliation nationale. Et si le temps nous permet, nous ferons un tour du côté du Tchad et du Bénin pour un peu demander son avis également sur la démocratie dans ces différentes nations. Bienvenue sur Burkina Info TV. Professeur Abdoulaye Souma, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va le professeur Souma? Sur le plan de la santé, il va très bien et je rends grâce à Dieu. Et c'est la santé qui permet de continuer les activités que nous avons engagées. Donc, de ce point de vue, tout va bien. Vous êtes sorti de cette élection présidentielle comment? Esquinté, découragé, démoralisé? Quel est le moral finalement pour vous aujourd'hui, professeur Souma? Esquinté, mais enrichi. Esquinté parce que la campagne et la stratégie de campagne que j'ai dû choisir, qui était la campagne de proximité, a amené de grands déplacements physiques, un grand effort physique. Heureusement que l'âge et puis la forme physique et les activités sportives que je pratique ont beaucoup aidé. Mais j'ai fait 3 mois de pré-campagne où je suis allé dans les différentes provinces du Burkina Faso, plus les 21 jours de campagne, avec un déplacement intensif de jour en jour. Donc je suis sorti assez fatigué de la campagne électorale pour l'élection du président du Faso. Financièrement? Financièrement aussi. Ça vous a coûté combien cette campagne électorale? Je le saurais dire parce que... Ah bon, vous qui voulez être un homme de probité, de bonne gouvernance, de transparence, vous faites des choses sans calcul, sans... Non, parce que nous, ce qu'on avait débloqué pour la préparation de l'élection, c'est ce qu'on a débloqué depuis la création du parti. Donc j'ai décidé d'allouer un budget depuis la création du parti jusqu'à la fin de l'élection présidentielle en espérant que certaines relations allaient aussi permettre d'avoir un peu plus que ça. Donc moi j'avais pu mettre en place quelque chose de 700 millions. 700 millions. Voilà, mais depuis la création du parti. Et donc, les différentes conférences, les congrès ont été financés avec ces fonds. La pré-campagne également a été financée avec ces fonds. Et j'avais des promesses de soutien de mes partenaires internationaux parce qu'on a des partenaires. Le parti a institutionnellement quelques partenariats au niveau de l'extérieur. Et j'ai aussi des amitiés qui étaient sensibles aux idées. Aussi, non? Il y a les hommes d'affaires aussi vous ont pas envoyé quelque chose? Non. Personne ne vous a Personne, aucun homme d'affaires burkinabé ne m'a rien donné. Et ça, ce n'est pas pour les en vouloir, parce que le contexte politique aussi est délicat. Je m'entends bien avec beaucoup d'hommes d'affaires, on en a discuté, et par prudence aussi, parce que le contexte politique est un peu délicat chez nous, en sorte que si on se rend compte qu'un ami, grand frère, petit frère, ou en tout cas un proche qui a un peu de moyens financiers vous a donné 1 million et c'est 2 millions, si on se rend compte de ça, ça peut être interprété à son encontre comme le financement de l'opposition. Et parfois, il y a des hommes politiques qui n'ont pas, je ne vais pas dire la hauteur d'esprit nécessaire, mais en tout cas l'esprit nécessaire pour adosser, pour assumer ça. Donc c'est traité comme une inimitié. Alors que vous savez, nos hommes d'affaires, ils sont puissants, mais ils sont fragiles. Parce que les affaires reposent sur du papier, c'est-à-dire des autorisations, et des licences, des concessions. Et ces licences, ces autorisations, ces documents sont donnés par l'administration publique. Donc vous voulez dire que les hommes d'affaires burkinabés sont à la merci des acteurs politiques qui sont aux affaires? Et c'est partout ainsi. Tout ce qui est affaires est engagé sur la base d'une autorisation administrative. Évidemment, mais si vous êtes clean en affaires, vous n'avez pas de choses à vous reprocher, vous payez les impôts, vous payez les taxes, tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas forcément obligé d'être à la merci d'un homme politique. Mon cher, vous savez, moi je suis un homme pragmatique. Je fais de la théorie, tout ce que vous voulez, mais je suis pragmatique. Si aujourd'hui, on me dit le résultat, c'est qu'Ismaël est en prison, mais je peux trouver 1000 chefs d'accusation pour vous envoyer en prison. Voilà, donc, il faut bien se rendre compte avec ce que je dis, que ce ne sont pas les moyens et les motifs qui peuvent manquer à un gouvernement, à un homme politique qui se trouve à une certaine posture institutionnelle, de faire ce qu'il veut contre qui il veut. C'est dommage.
Mais c'est comme ça qu'il faut constater les choses. Et quand on a une vision des choses de cette façon, moi je suis rentré en politique d'une façon élégante et pas violente. En tout cas, je veux que ma façon de faire la politique soit courtoise. Donc en sorte que ceux même avec qui je suis en relation, je prends aussi les précautions pour les protéger. Même si mon intérêt serait de les approcher pour avoir de l'argent pour le parti, mais je réfléchis après ça. Et après, qu'est-ce qu'eux ils deviennent? S'il y a des choses compromettantes, potentiellement dangereuses pour eux, moi je m'abstiens. Beaucoup ont trouvé aussi que vous avez fait des meetings dans des espaces avec peu de monde. Hein. Vous savez saluer le vide à un moment donné quand vous rentrez dans certaines localités et tout ça. Est-ce que c'était finalement donc l'amateurisme qui a guidé votre campagne électorale? Non, je pense qu'il y a peut-être eu, je ne dirais pas des erreurs d'interprétation de certaines images. Et en fait, quand j'étais sur le véhicule en train de saluer, je n'avais pas réuni une foule pour saluer. Comme on faisait une mais campagne... est-ce que ça ne fait pas un peu ridicule de se lever, saluer le vide quand vous êtes en train de rentrer dans une localité? Non, mais on ne peut pas saluer le vide. Mais la stratégie de campagne était laquelle? C'était la campagne de proximité. Donc, on n'a pas fait de meeting du tout. Donc, quand je rentrais dans une province... La peur de ne pas mobiliser? Non, parce que c'est un choix. J'ai dit qu'on a dû calibrer, on a dû réajuster la stratégie de campagne. Donc, à partir du moment où on a choisi la campagne de proximité, l'option est d'aller vers les gens et non pas les regrouper vers moi. Et donc, quand je programmais d'aller dans une province, on programmait et je mettais juste mon équipe de campagne, quelques responsables, pour nous orienter vers là où on peut trouver des gens pour leur présenter à pied notre programme politique. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, à l'entrée de la ville, si on ne va pas s'arrêter à l'entrée de la ville, je sors. Et je ne reste pas assis dans la voiture, sortir la main juste pour saluer, parce qu'on peut ne même pas savoir de qui il s'agit. Je sors du véhicule en haut pendant qu'on circule lentement et je salue. Oui, vous avez dit que le Burkina, vous avez étudié le sentiment électoral burkinabé, il n'y a que deux éléments, la campagne de proximité et le contact personnel. C'est ça. Et c'est uniquement sur ça que vous avez bâti votre campagne électorale. Oui, on a pensé que ça pouvait nous donner beaucoup d'avantages, parce que je comptais aussi sur l'avantage du parti qui a... C'est un nouveau parti oui, qui n'avait pas commencé, qui ne s'était pas installé pratiquement non, le parti, partout. vraiment le parti, je pense qu'il doit être l'un des partis les mieux implantés au Burkina Faso. Parce que nous avons un bureau politique national de près de 400 personnes. On a des bureaux politiques de région. Dans chacune des 13 régions, nous sommes représentés sur la vingtaine de personnes. Et on a des bureaux politiques de province. Dans chacune des 45 provinces, j'ai l'implantation du parti politique. Et on avait engagé, bon, sans pouvoir terminer, l'implantation dans les secteurs et dans les villages. Par exemple, à Ouagadougou, sur les 55 secteurs, on a fini 45. Voilà, on a nos bureaux dans 45 secteurs. On n'a pas pu finir le reste. Dans certaines zones, dans les villages, on est implanté dans certains villages. Donc, il y avait une implantation du parti. Ce qui me permettait de faire cette stratégie de campagne, d'aller, moi, voir dans les grands endroits, en tout cas dans les endroits qu'on a choisis, d'avoir contact personnel avec des gens et de montrer finalement aux responsables du parti qui doivent battre campagne chacun dans sa localité, de secteur, de village, de province et de région, de faire la même chose. Donc on avait pensé que cette synergie-là allait pouvoir fédérer les forces et nous donner beaucoup de voix. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à cet égard, parce que quand mon équipe centrale de campagne passait, les équipes locales de campagne n'étaient plus en mesure de continuer le travail. Donc la campagne, c'est comme si c'est l'équipe centrale seulement de campagne qui a battu. Est-ce que la question financière n'a pas eu un rôle important à ce niveau-là? Oui, c'est clair. Et je l'admets volontiers et je l'ai admis lors des bilans. C'est-à-dire que si on avait eu le financement espéré, et sans la situation d'abord créée par le gouvernement, mais aussi créée par la Covid-19, on aurait financé davantage les structures locales de campagne. Et évidemment, lorsque je passais, bon, ça allait être comme un bonus pour la campagne locale, provinciale ou dans tel ou tel village. Mais pendant toute la pré-campagne, donc 4 mois, on devait avoir des contacts privés. Vous voyez, c'est ce qui avait été prévu. Pendant 4 mois, pendant la pré-campagne, des contacts personnels avec des familles, avec des autorités traditionnelles, des leaders d'opinion. Et puis, voilà, pendant la campagne aussi. Et si on avait réussi à faire cette stratégie, je crois qu'on aurait reçu des résultats qui allaient être surprenants pour les autres, mais satisfaisants pour nous. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit les Burkinabés aiment tellement l'argent qu'on ne peut même plus leur faire confiance? Non, moi je n'en veux pas aux Burkinabés. Parce que, vous savez, le peuple... Il y a quand même une partie de leur responsabilité qui est engagée à ce niveau. Le peuple en démocratie, c'est comme Dieu dans la religion. Si tu es énervé contre Dieu,
dans la logique religieuse, mais tu es perdant. Puisque lui, il est souverain. Et lui, c'est lui qui fixe le cap. Ce que Dieu veut, là, c'est ça qui devient la vérité. Et c'est ça qui devient la réalité. Dans une société démocratique, le peuple est comme ça. Ce que le peuple est, ce que le peuple veut, c'est ça qui devient la réalité avec laquelle il faut composer. Évidemment, si on a envie d'y changer quelque chose, on prend les moyens de sensibilisation nécessaires. Il est tout à fait évident que du point de vue de la moralité démocratique, que l'argent règne comme il a régné et comme il règne aujourd'hui sur le sentiment électoral est quelque chose de déplorable. Mais c'est la réalité. Certains ont qualifié cette élection de plutocratie. Finalement, on est plus en démocratie pour certaines personnes. Non, moi j'ai plutôt... Vous savez qu'on ne pourra jamais supprimer l'argent de la politique, l'argent de l'élection, l'argent de la campagne électorale, on ne pourra jamais. Mais les achats de conscience. J'ai seulement déploré certaines pratiques. Certaines pratiques. Lesquelles, par exemple? Par exemple, le fait de récupérer les cartes d'électeurs contre de l'argent. Vous voyez, ça pose un problème de moralité politique et démocratique. Le fait de, lors d'une campagne électorale, pendant que le gouvernement même se fait aider par des opérateurs économiques, tout le monde doit mettre la main à la pâte, même les acteurs privés. Nous-mêmes, on est allé soutenir tel ou tel endroit dans la période de Covid-19. On voit des acteurs du gouvernement sortir, balancer l'argent comme ça, comme on a vu dans les réseaux sociaux, dans les images, et compter l'argent versé par terre. Bon, ça choque. C'est vrai que c'est la campagne, mais ça choque la conscience collective que dans un espace national républicain où on pense qu'on n'a pas l'argent, où on le dit, on le proclame, qu'on puisse avoir ce type de comportement. Moi, je les ai déplorés. Même si je pense que l'argent doit avoir toujours une place modérée dans la campagne. Est-ce que finalement, vous ne rejoignez pas ceux qui pensent qu'il faut aller dans une dynamique de plafonnement même des dépenses électorales de la campagne? Moi, je professe ça depuis longtemps, aussi bien dans mes enseignements que dans les conférences publiques que je donne. Et le cadre juridique de l'élection au Burkina Faso n'est même pas de nature à permettre une élection crédible et transparente. Donc on est sur du faux alors? En fait. À vous écouter attentivement, du début du processus jusqu'à la fin, on n'est que dans du faux. Oui, il y a de gros problèmes dans notre arsenal électoral, aussi bien normatif qu'institutionnel. Sur le plan normatif, vous avez vu, avec les dernières révisions sur le plan normatif, disons, parlons de ce qu'on appelle les lois de moralisation de la vie politique. Dans un État démocratique, on doit adopter des lois pour cantonner le comportement politique pour qu'il soit moral. Et parmi ces lois, on a par exemple la régulation du financement public, nous on l'a. Encore que ce financement public il est déséquilibré, par exemple le financement de fonctionnement des partis politiques ne se limite qu'à financer des partis en fonction de leur représentation électorale. Ce qui n'est pas normal. Quand on parle de financement de fonctionnement... On ne va pas non plus prendre l'argent de tout le monde pour donner à des acteurs politiques. Non. Il ne faut pas juste créer un parti pour avoir l'argent du contribuable. Il faut fixer des critères. Mais les critères dont on parle, 3% aux élections législatives, est-ce que ce n'est pas un minimum pour un vrai parti politique? Moi, je pense qu'il faut même supprimer le financement de fonctionnement des partis politiques. Donc les 500 millions, il faut supprimer. Il faut les arrêter. Voilà, parce qu'à partir du moment où on a fait l'option d'un multipartisme intégral, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant de partis politiques qu'on veut, on ne doit plus se préoccuper, parce qu'on sait qu'on n'y arrivera jamais, du financement, du fonctionnement. Voilà. Donc il faut supprimer le financement du fonctionnement des partis politiques, parce que d'abord, il sera tout le temps... En période hors campagne, en période hors électorale, voilà. il faut le dire. Donc, parce que l'autre financement, ce n'est pas le financement de fonctionnement, c'est le financement de la campagne. Ça. Et donc, en ce moment, ce financement serait cantonné seulement à des périodes de campagne. Alors, on se comprend très bien, vous ne voulez plus qu'on donne les 500 millions de financement de la période hors campagne aux partis politiques. Ça, c'est ma position et je pense que ce n'est pas justifié de donner parce que de toute façon, ça ne sera jamais suffisant et de toute façon, ça sera toujours discriminatoire. Parce que c'est seulement 2, 3, 4, 5, 6 partis politiques qui auront cette manne financière qui vont continuer à creuser la différence avec les autres. Donc ça crée après le déséquilibre préélectoral, ce qui détermine après pour certains observateurs, ceux qui sont incapables d'avoir les 3% pour bénéficier de cette subvention publique, là, doivent même quitter la scène politique ou enfin on le dirait ainsi, être phagocytés par d'autres partis politiques. Non, vous savez, un parti politique n'a pas seulement pour importance d'être puissant électoralement. Un parti politique est d'abord un instrument de la démocratie. Un complément d'effectif? Non, c'est un instrument de la démocratie. Parce que la démocratie se nourrit du pluralisme. Et donc,
de pluralisme politique aussi. Le président de l'Assemblée a dit récemment qu'il va falloir commencer à penser à limiter le nombre de partis au Burkina, même si ça fait partie des articles intangibles de la Constitution. Oui, moi je suivi un peu. Je serais d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui. Oui. Mais peut-être il faut qu'on réfléchisse sur les mécanismes. Et moi, j'ai déjà précisé que si les lois étaient appliquées correctement, on n'aurait même pas eu de problème de limitation du nombre de partis politiques parce que ça aurait été automatique. Enfin, la Constitution du Burkina Faso prévoit dans ses articles 12 et 13 des obligations pour les partis politiques. Et techniquement, un parti politique correspond à des critères. Si on applique ces deux choses, les normes, les obligations des partis politiques prévues dans la Constitution et puis les critères techniques qu'un parti doit remplir pour être considéré comme un parti politique, on aurait peut-être moins 10 partis politiques au Burkina Faso. Et ce serait bon déjà. Mais comme on a, je ne veux pas dire laxisme, mais on a une sorte de retenue dans l'application rigoureuse des lois, ce qui laisse alors l'espace à une prolifération de partis politiques. Vous avez des partis politiques qui sont beaucoup plus vieux que le soleil d'avenir, ne sont même pas implantés dans la moitié du pays, la moitié des provinces, la moitié des régions. Vous voyez, ce n'est pas... Mais c'est eux qui se disent tout le temps, nous sommes les leaders politiques de ce pays, oui. Et à tout moment, c'est eux qui disent que c'est eux qui ont fait la démocratie de ce pays, il faut les respecter et les accepter tels qu'ils sont. Moi, je suis d'accord avec ces partis parce que tant que les dispositions restent ainsi, les dispositions normatives et les dispositions pratiques d'application de ces normes, et tout le monde aura raison de raisonner de cette façon. Je reviens sur ma question, sur la question de la limitation du financement des partis politiques. Pour vous, est-ce qu'il faut impérativement plafonner les dépenses de campagne pendant les élections au Burkina Faso? Oui. Parce que ça va de la moralité politique d'abord et ça va également de l'égalité électorale. Parce qu'aujourd'hui, le système électoral en matière de financement des partis politiques, c'est lequel? Il y a un financement public, donc, notamment pour l'élection présidentielle, ou même pour les élections législatives, chacun sera financé de la même façon. Donc on reçoit les mêmes choses. Mais il y a le financement privé. C'était dérisoire et les partis politiques ont dit que ce qu'ils ont reçu. Exactement. Mais en tout cas, l'individualité, oui. C'est-à-dire qu'on prend la masse financière et on divise par le nombre de candidats et on regarde et chaque parti politique, en fonction du nombre de candidats qu'il a présenté, on lui donne sa part. Vous avez reçu combien pour les législatives? 7 millions. 7 millions. Voilà. Pour l'ensemble de moi, j'ai publié mon chèque. Hein? J'ai publié mon chèque dans 7 millions. Ah, oui. Donc, c'était la transparence totale. On a reçu 7 millions. Donc, évidemment, pour financer une campagne électorale législative avec 7 millions, vous ne pouvez même pas sortir de Ouagadougou. Et vos différents candidats ont commencé à réclamer leur part des 7 millions. Là. Chacun vous a dit, nous, on veut de l'argent pour faire des meetings par-ci, par-là. Non, on n'en est même pas resté là parce que les gens ont été très responsables. Dès qu'on a reçu le chèque, j'ai fait publier dans nos réseaux. Voilà. Pour montrer aux gens combien on a reçu. On a publié les chèques avant d'aller toucher le chèque. Juste les 21, ça fait 28 millions. Voilà. Au total, et quand on a touché les chèques, avant qu'on touche les chèques, les endroits, les responsables avaient déjà consommé un financement qui dépassait ça. Voilà. Donc c'était pour payer la dette? Non, disons qu'il y avait une masse qui n'était pas du parti. Parce que c'est des acteurs privés, j'ai mis en place quelque chose, à disposition du parti quelque chose, et puis on a commencé à fonctionner avec ça parce qu'on savait très bien, tel que les choses se profilaient à l'horizon, que le financement public allait être dérisoire. Dès lors qu'on a eu les délibérations du conseil des ministres, on savait à quoi s'en tenir. Donc on a dû mettre en place un financement privé, personnel, pour pouvoir faire le nécessaire. Donc la caution a été payée avant même de recevoir l'argent du financement public. Voilà qui est clair. Donc limiter donc, les dépenses liées à la campagne électorale, permettre d'empêcher quoi? Un, pour vous, la majorité qui interviendra toujours à ceux qui ont les grosses sommes d'argent et ceux qui n'ont rien vont finir par être finalement les compléments d'effectifs des élections au Burkina indéfiniment. Quand on regarde les résultats finaux, finalement, ceux qui sont devant, c'est ceux qui avaient plus d'argent à dépenser pendant la campagne. Oui, tel que la législation électorale est, et tant qu'elle n'a pas changé, l'argent va jouer un rôle majeur dans l'éligibilité des candidats, dans l'élection des candidats. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on entend les jeunes burkinabés parler, ils veulent le changement, chacun chante le changement tous les jours. En principe, s'ils devaient être conséquents, aller voter des jeunes qui n'ont pas d'argent, ça aurait pu être possible. Non, le changement, on peut être prêt. Mais les gens nous disent, on vit dans une réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on nous achète. Ah bon, on vous a dit ça? Oui, on nous donne l'argent. Pendant les meetings, vous avez eu des témoignages? Parce que j'ai eu des discussions directes avec la population. Et les gens disent, bon, voilà la façon dont on fait la politique, selon laquelle on fait la politique au Burkina Faso. Et cette façon est installée par nos aînés depuis longtemps. Donc, on a privilégié l'argent
En sorte qu'aujourd'hui, il est rentré dans la culture politique, malheureusement, du Burkina Faso, qu'il faut donner de l'argent pour convaincre politiquement. Bon, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut changer, il faut un changement de paradigme, et on y travaille. Mais pour l'instant, voici la donne. Donc, il faut bien prendre conscience de cela. Et cette donne-là, se faisant aider avec les lois électorales, et contribuer à déséquilibrer les jeux. Donc, les lois électorales, on a un financement public, disons, on est équilibré à cet égard. Et il n'y a pas de régulation du financement privé. Pour lever les fonds dans les privés, c'est plutôt le parti au pouvoir ou les partis de la majorité qui sont plus à l'aise parce qu'eux peuvent se faire financer par les opérateurs économiques sans crainte en tout cas de représailles de la part du gouvernement à tort ou à raison. Bon, ça c'est une chose. Et deuxièmement, il n'y a pas de plafonnement des dépenses de campagne. Donc ça veut dire qu'on peut lever ces fonds à souhait. Il y en a qui peuvent dépenser 100 milliards dans les campagnes électorales au Burkina Faso sans qu'il y ait des problèmes avec la loi. C'est un problème de moralité. Voilà. Alors, le RENLAC a fait sortir son rapport. Les partis les plus corrompus, en tout cas 2015-2020, ce sont les mêmes qui étaient devant. Est-ce que vous vous dites finalement, nous sommes dans une situation où on n'aura jamais des résultats probants tant que le système sera le même au Burkina Faso? Oui, c'est clair. Tant que le système électoral reste le même, les résultats des urnes seront le reflet de l'investissement financier qu'un parti aura fait sur l'arène politique. Et c'est dommage, parce que la ligne d'appréciation d'un parti politique est moins l'argent que l'idéal et l'idée de changement. Et c'est pourquoi on se tue à rédiger des programmes politiques corrects. Alors ceux qui n'ont pas cette vision ne prêtent même pas attention, même aux fautes. Est-ce qu'on connaît même votre programme politique finalement? Est-ce que quand vous rencontrez les populations, elles vous disent... Généralement, les gens disent, nous, on n'a rien à faire avec un programme politique. Nous, on cherche à manger. C'est le quotidien qui nous intéresse au Burkina Faso. Les gens disent ça, mais évidemment, nous, on a étudié l'esprit politique burkinabé et on a mis nos 15 mesures de programme politique. Quand on va dans un milieu, on sort une ou deux des mesures qui intéressent le milieu, les gens se redressent et ils écoutent. Et certains vous ont promis de vous voter. Oui. Mais après, vous êtes rendu compte qu'ils n'ont pas voté. Moi, je pense qu'ils ont voté. Parce ça n'a pas été suffisant. Non, ça n'a pas été suffisant parce que, en fait, comme je vous ai expliqué, ma stratégie, c'était de faire effet boule de neige, un effet entraînement. Moi, j'ai le contact personnel avec certains grands électeurs, si on veut, certaines personnes d'influence qui sont leaders de marché, leaders de tel ou tel. Donc, je vais les voir, je prends le temps avec eux. Avec en arrière idée qu'en les laissant les instruments de campagne, eux, ils répercutent. Et ça, c'est mon équipe centrale de campagne. Mais si vous passez qu'un autre parti politique vient donner de l'argent et qui ne demande même pas ce travail, est-ce qu'on ne va pas rejeter dans la poubelle c'est ce qui s'est passé. Documents? Je crois que c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits de Burkina Faso. Des gens ont écouté l'idée. Ils ont dit, ah, ça, c'est quand même, si on fait ça, ça va être bien. Parce que moi, je suis ravi de quelque chose. Le programme politique qu'on a présenté est un programme politique qui a été apprécié. Même pas les adversaires politiques. Ils disent, ça, c'est un bon programme politique. Maintenant, dans la pratique politique au Burkina Faso, il lui fallait que ce programme soit appuyé par une massivité financière que le parti n'a pas pu rassembler compte tenu des circonstances. Avec combien de milliards vous étiez sûr d'être président du Faso? Si j'en avais 10, c'était bon. 10 milliards, ouais. C'est sûr? C'est sûr. Donc si un opérateur économique vous donnait 10 milliards, on allait vous conduire à Kosiam. Je suis sûr qu'avec 10 milliards, le niveau de financement que les gens attendaient, en tout cas le minimum de niveau de financement que les gens attendaient pour être attentifs au programme, allait être atteint. Et quand ils étaient attentifs au programme, ils allaient voir que ce programme-là les arrange concrètement dans leur vie quotidienne et ça allait passer. Donc 10 milliards suffisait pour que vous fassiez mieux la corruption électorale pour être élu président du Faso? Non, 10 milliards suffisait pour que je fasse mieux la diffusion électorale. Est-ce que c'est ce que vous préparez comme cagnotte pour 2025? Je vais préparer un peu plus. Un peu plus? Oui. Parce que moi, je comprends aussi la phase préélectorale, la phase du moins pré-campagne, qu'il faut financer parce qu'il faut que les équipes se déplacent. Donc ça, c'est beaucoup d'argent. Et le matériel électoral, le matériel de campagne chez nous, on avait vraiment fait un programme au départ qui était massif. On avait fait en sorte que sur les 20 millions de Burkinabés, chacun puisse tenir au moins le bulletin de Soleil d'avenir. Voyez, donc ce qui fait de grosses sommes d'argent. Je pense qu'on a le temps de préparer ce qu'il faut en espérant que ça puisse fonctionner. Parce que moi, je suis entré aussi en politique avec l'idée d'humilité, l'idée de modestie, de pragmatisme. On a ce qu'on veut faire et on a ce qu'on a. Et à un moment donné, on ramène ce qu'on veut faire
à la politique de ce qu'on a, faire la politique de ses moyens. Restons donc dans les bilans de la campagne de 2020. 40 724 voix, moins de 2% des suffrages, 9e sur 13 pour 700 millions. Est-ce que vous n'avez pas finalement gaspillé votre argent pour rien? Non, les 700 millions ont permis d'implanter le parti et aujourd'hui, quand je me déplace sur toute la ligne, dans tout le pays, le Soleil d'avenir existe et je suis accueilli partout par les leaders. Ça, c'est un avantage. Il faut bien sentir que moi, je vais être président de la République, mais je ne suis pas pressé. Et je sais que c'est un travail de longue haleine. Je ne dis pas que je vais être président de la République en 2025, en 2030, en 2035. Enfin, je veux être président de la République et le travail va être fait pour ce faire. Et je serai président de la République le jour où ce travail suffira au niveau du peuple burkinabé. Je ne suis pas pressé. Donc les 40 000 électeurs, déjà, vous êtes satisfait de oui, cette... les 40 000 électeurs, il faut qu'on les remercie. Il faut avoir la modestie et le réalisme de remercier les gens qui ont élu le Soleil d'avenir, qui ont voté pour le Soleil d'avenir. Parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui ont une grande conscience électorale, qui ont lu. À défaut d'avoir reçu de l'argent, ils ont reçu l'idée. Et pour recevoir l'idée, il fallait suivre les canaux de communication. Il fallait lire les documents du Soleil d'avenir. Ceux qui ont voté, ceux qui ont lu, ou ont été touchés par des gens qui ont lu. Donc moi, ça me donne un grand courage de penser qu'au Burkina Faso, il y a au moins ces 40 000 là, et beaucoup plus, qui veulent le changement, qui veulent une offre politique tout à fait adaptée à leurs besoins. Donc ça me donne le courage de continuer à travailler. 2%, moins de 2%, avec une jeunesse de 50, plus de 50% de la population est jeune. Comment vous expliquez ça? Un jeune comme vous, qui avait 41 ans quand il était candidat, vous en avez 42 aujourd'hui, et les jeunes n'ont pas voté pour vous. Comment vous expliquez ça? Disons que les jeunes ont suivi, les jeunes ont voté, parce que bon, on ne peut pas savoir qui a effectivement voté. Quand on regarde quand même le potentiel électoral, oui. 42 000 voix, c'est pas... Mais peut-être que dans ces 42 000, les jeunes sont nombreux. Bon, ce que j'ai vu comme étant un des handicaps de la jeunesse, c'est qu'ils ne prêtent pas, les jeunes ne prêtent pas trop attention au processus électoral et entre-temps, ils sont surpris par le jeu électoral. Nous-mêmes, dans nos fiches de membres, j'ai annoncé 200 000 fiches qu'on a stockées. Donc, nous, on a 200 000 fiches de membres. Et vous avez 40 000 voix. Et on s'est rendu compte qu'il y a même des leaders qui sont dans le bureau politique national et qui n'ont pas prêté l'attention en temps opportun d'aller récupérer les cartes d'électeurs. Il est membre du bureau politique national et n'a pas de carte d'électeur. N'en parlons pas de simples membres qui sont dans les villages. Donc, c'est ça un des problèmes de la jeunesse. Ils ne prêtent pas suffisamment attention au processus électoral pour voir les délais. Et après, c'est quand on a lancé la pré-campagne, on s'est dit, mais comment on va avoir la carte d'électeur? Mais les délais étaient passés depuis longtemps. Donc, les gens ont mordu les doigts. Ah, nous, on a une inconséquence, une fois de plus. Je pense. Oui. Je pense que la jeunesse doit se ressaisir. La jeunesse doit sentir que ce pays lui appartient en priorité parce que d'abord, elle est la plus nombreuse et elle est celle qui va hériter de l'avenir du pays. Donc la jeunesse doit prêter beaucoup plus attention à la gestion du pays, à la gouvernance du pays. Et quand il est ainsi, si elle veut changer la gouvernance du pays, parce que bon, nécessairement, il faut changer. Nous avons nos aînés, nos grands frères qui gouvernent aujourd'hui. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, j'ai de très bons rapports avec beaucoup de ces grands frères qui gouvernent. Mais la nature est faite en sorte que il faut que nous, les cadets, nous récupérons le pouvoir demain. Bon, mais il faut qu'on se prépare. Et cette préparation-là, elle exige qu'on s'intéresse aux arcanes de la politique, qu'on s'intéresse à la campagne électorale, qu'on s'intéresse aux idées politiques. Et c'est ce que j'appelle la jeunesse à faire massivement. Est-ce que 9e sur 13, c'est satisfaisant pour vous? Non, je ne suis pas du tout satisfait. Moi, je suis perfectionniste. Et tout ce que je fais... Vous n'avez pas fini dernier de cette élection. Tout ce que je fais, ouais. Et je vais être premier. Ça, c'est aussi une ambition. Quand je veux faire quelque chose, je veux être le meilleur dans cette chose. Bien, évidemment, je voulais être élu premier et candidat premier à l'élection présidentielle, donc président de la République. Je n'ai pas pu. Donc, ce qui m'a donné le niveau auquel je suis actuellement, c'est 9e. Ben, je prends ça comme un constat, parce qu'il fallait pour nous fixer le barème. Donc, on est 9e et on doit maintenant voir le travail à mener pour progresser, parce qu'il faut progresser. Ce travail continue. 9e sur 13 au niveau de la présidentielle, 0 député finalement à l'Assemblée nationale. Est-ce que là, ce n'est pas vraiment un cuisant échec pour vous? Oui, c'est un cuisant échec, parce que honnêtement, j'avais pensé qu'avec les investissements qui ont été faits, avec l'implantation du parti,
qu'on allait avoir des députés. Certains ont dit même qu'il fallait se concentrer sur Banfora pour être élu député, au moins là-bas. Non, moi j'avais la certitude, j'avais la conviction qu'on aurait au moins 5 députés d'après nos calculs. Et simplement, on a été handicapé par quelques méfaits de la CENI. On a réglé le problème, mais c'est pourquoi je suis un peu mal à l'aise de revenir là-dessus. Non, mais c'est la réalité. Cette CENI a fait un travail qui est loin d'être félicitable, qui est même critiquable, il faut qu'on se dise honnêtement, en étant tout à fait élégant. Et nous avons présenté des listes, des candidatures qui ont été validées. On avait 39 listes validées sur les 45 provinces. Et puis le contentieux, c'était 72 heures après. Il n'y a personne qui a attaqué le Soleil d'avenir. Et à l'issue des 72 heures, il y a le président de la CENI qui prend un arrêté et qui invalide 15 listes du Soleil d'avenir. Comment vous expliquez cette situation? Il a donné ses raisons. Parce que c'était des listes qui ont été envoyées en validation d'après les orientations qu'on avait reçues de la CENI. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons préparé nos listes pour aller déposer, le jour du dépôt, on nous a dit que les photocopies légalisées des certificats de nationalité n'étaient pas acceptées, ce qui ne ressort pas de la loi. Bon, donc nous on avait, au lieu de récupérer les originaux des gens, lorsque le candidat n'en avait que un, on a fait la photocopie, puis on a légalisé sur la base de l'original, ce qui est administrativement correct. Et on a mis ces légalisations dans les documents. Mais pourquoi vous n'avez pas attaqué la CENI? Non, que la CENI, oui. Non, j'arrive. Que la CENI a rejeté séance tenante. Mais on dit, comme ce n'est pas dans la loi, vous rejetez ainsi. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est laissé dire que donc, ce qui est complet avec les originaux, vous déposez ça, c'était 24 listes. Et là où il y a des photocopies, il faut retourner, compléter et puis ramener. Quand on a fait, il fallait donc interpeller les gens depuis les provinces qui étaient candidats pour qu'ils nous envoient les originaux pour qu'on intègre. Et quand on a fini d'intégrer, c'était peut-être 2 jours, 3 jours après, on était déjà dans le processus de l'élection présidentielle. Donc on s'est laissé dire que non, ces listes qui ont été complétées, il faut les amener à la commission de validation, on va apprécier. Ce que le Soleil d'avenir a fait, on a envoyé nos listes et la situation a été présentée de cette façon à la commission de validation. La sous-commission composée de 11 partis politiques a validé. Et la commission plénière, composée de tous les partis politiques qui avaient présenté les candidats, a validé 39 listes. Et puis après, la CENI a pris pour invalider 15. Donc dans 15, au moins 15 provinces, nous n'avons pas eu de voix. Alors donc que si vous regardez ce qui nous manque. Oui, c'est la CENI qui est à l'origine de votre échec. Non, je ne vais pas dire ça, non. Non, ça c'est un élément que je vous explique pour montrer un peu. Pesé selon vous, quand on vous écoute, apparemment cela a dû jouer négativement sur les résultats que vous avez obtenus. Oui, c'est ce que je dis. Je l'explique avec beaucoup de calme aujourd'hui parce que je dis qu'on a soldé le problème. Et puis moi, je préfère regarder vers l'avenir parce que ça c'est déjà fait, on ne peut plus rien rattraper. Et on préfère mettre ça sur le compte des erreurs, en tout cas des choses auxquelles il faut prêter une attention particulière les prochaines fois. Je ne dis pas ça pour que quelqu'un se sente mal, mais le système n'a pas fonctionné dans ses performances optimales. Mais vous n'êtes pas le premier à reconnaître que les élections étaient mal organisées. Oui, c'est un fait. Moi, j'essaie de dire les choses avec beaucoup d'élégance. Quand je dis que le système n'a pas fonctionné dans ses performances, bon, ça veut dire quand même que... Même la CENI elle-même, elle reconnaît qu'elle a quand même failli. Non, il y a beaucoup de défaillances. Parce que même quand aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui où on se parle, la liste définitive des candidats à l'élection des députés n'est pas publiée. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas attaqué la CENI? Mais les délais étaient tellement coincés parce que nous, évidemment, sur l'annulation, on a attaqué la CENI devant le tribunal administratif, mais pendant que le procès se faisait, la campagne était ouverte. Vous voyez? Et donc, ce qui fait que, et par exemple, dans le Yatenga, nous, on a reçu le bulletin, le spécimen qui comporte notre logo, la veille de l'élection, la veille du vote. Parce qu'ils ont sorti le spécimen qui ne comporte même pas le logo de Soleil d'avenir. On a relancé plusieurs fois. Donc, on n'a même pas pu battre campagne au Yatenga, puisqu'il fallait montrer aux gens où se trouve notre logo. Ça n'existe pas sur le bulletin de là-bas. On a reçu ce bulletin-là, que la veille. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Bon, et je dis ça pour que tous les acteurs prennent conscience qu'il y a des améliorations à faire. Je ne veux pas accuser la CENI de... Moi, j'assume l'entière responsabilité et je l'ai déjà assumé devant nos instances. J'assume l'entière responsabilité du résultat que le Soleil d'avenir a obtenu. Nous avons été étonnamment félicités. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces félicitations, mais je respecte ceux qui nous ont félicités des résultats qu'on a obtenus. D'abord, la participation. Le parti a été créé juste 1 an avant les élections. On est allé à toutes les élections avec des résultats qui ne sont pas tout à fait ridicules,
puisque un 50%, quand vous regardez les premières fois que quelqu'un va à une élection présidentielle au Burkina Faso, c'est rarement qu'ils ont ça. Mais bon, si vous aviez eu au moins un député, ça allait davantage vous valoriser en tant que parti politique. On devait avoir au moins 5 députés si cette liste-là. Parce que les têtes de liste dans certaines de ces... Il y avait par exemple des chefs. Certains arguments quand même assez légers. Oui, des parce chefs, c'est-à-dire? Oui, il y avait des chefs. Des chefs coutumiers? Oui, coutumiers qui étaient aussi, vous faites le jeu des chefs coutumiers pour avoir de la représentation. Je ne fais pas de jeu des chefs coutumiers, mais à partir du moment où la loi ne leur exclut pas la participation électorale, si un chef... en écoutant le discours du Soleil d'Avenir, vient contacter le Soleil d'Avenir. J'ai reçu certains des chefs au bureau qui ont dit, nous on vous a écouté à la télé, et dans une émission avec Ismaël Ouedraogo, c'était très puissant, on a lu aussi votre programme, nous on pense que c'est vous qui êtes l'avenir du pays, on veut vous appuyer. Moi, je vais pas mais que faites-vous du débat sur la constitutionnalisation de la chefferie coutumière pour qu'on les enlève de la politique? Vous-même, vous en avez parlé à plusieurs reprises, oui. Je suis contre, et je suis contre certaines interventions des chefs coutumiers dans la scène politique parce que leur statut social crée une distorsion dans leur engagement politique. C'est une belle contradiction. Ouais, aussi bien vous voulez vous baser sur eux? Aussi bien pour eux que pour la nation. Mais je suis aussi juriste. C'est-à-dire que ce qui n'est pas encore interdit, on ne doit pas... Si un chef, je vous ai dit qu'il y a des démarches vers moi. Un chef vient me voir, je ne veux pas dire non, toi, je ne veux pas, et je ne te veux pas parce qu'il va dire mais pourquoi? La loi, pour l'instant, ne m'interdit pas de faire la politique. Et c'est la situation. Donc, c'est un droit pour lui de venir au Soleil d'Avenir. Et le Soleil d'Avenir est ouvert. Je ne peux pas refuser un chef coutumier juste parce que les chefs coutumiers, c'est une discrimination. Et s'il veut être candidat, et que dans la zone, bon, moi j'ai fait de la démocratie locale, les gens se sont réunis dans les bureaux de province pour choisir leur tête de liste et le reste de la liste. Et moi, je valide. Donc, c'est ainsi que les choses se sont passées. Et certains chefs étaient tête de liste dans 5 des listes invalidées. C'était les têtes. Et c'était sûr qu'ils allaient rentrer à l'Assemblée. On avait quand même l'impression que vous avez on avait quand même des avantages, disons-le comme ça. On avait des avantages que ces têtes de liste-là puissent être représentées. En fait, tout ça, c'est hypothétique. Moi, je vous ai dit... Mais c'est bien d'en parler parce que ce sont les enseignements que vous tirez de cette expérience. Je tire beaucoup d'enseignements. Oui, de cette je tire beaucoup d'enseignements de tout ce qui s'est passé avec la CENI. Je remercie la CENI de me faire tirer ces enseignements, même avec amertume et regret. Mais je suis sûr que les prochaines fois, le Soleil d'Avenir aura ses 46 listes complètes déposées le premier jour du dépôt des dossiers. Alors, revenons sur un autre aspect de ce débat lié à la participation électorale, la question de la caution de 25 millions que certains ont trouvé comme une forme d'exclusion de ceux qui n'ont pas les pouvoirs d'argent, ou encore la question du parrainage. On permet des candidatures indépendantes et on empêche finalement les uns et les autres de venir déposer leur dossier s'ils n'ont pas de parrainage. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction constitutionnelle par rapport à ces deux éléments? Non, moi je pense honnêtement que le parrainage est contraire à la Constitution. Honnêtement. Mais comment vous avez obtenu vos parrainages? Vous avez négocié, vous avez payé pour ça? Non, je n'ai pas payé. Alors j'ai profité de l'implantation du parti. Parce que quand on a dit qu'il nous faut 50 parrainages, j'ai convoqué les présidents du bureau de province. Ils sont arrivés, il y en a 45. Et je dis à chacun, bon, répartez chacun dans sa province, regardez vos grands frères jouer sur les rapports privés que vous avez avec des conseillers municipaux d'autres partis politiques, puisque nous, on n'en avait pas, pour avoir les parrainages. Et donc chacun, je lui ai donné un mandat d'avoir 2 parrainages. Donc nous, on tablait sur 90 parrainages. On en a eu 77. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a réuni nos parrainages, sans payer quelqu'un, mais jouant sur les rapports privés. Parce que quelqu'un est président du bureau provincial du Soleil d'Avenir, son grand frère ou son oncle ou son cousin est conseiller municipal de tel ou tel parti politique. Il va le voir. Et lui, il prend ses dispositions pour parrainer. Et c'est comme ça qu'on a reçu le parrainage. Mais je consens que beaucoup de partis politiques n'ont pas d'abord cet avantage de l'implantation du Soleil d'Avenir dans toutes les 45 provinces, parce que c'est compliqué, c'est cher. Hein? Et puis c'est difficile à entretenir. On a, je le dis en connaissance de cause, parce que j'assume ça. Cher et difficile à entretenir. Oui. Ça vous devient financièrement lourd. Lourd et humainement lourd aussi. Parce qu'il faut maintenir des contacts chaque fois avec les gens. Donc c'est contraire à la Constitution. Hein, oui, les parrainages sont contraires à la Constitution dès lors que les parrainages sont axés sur les élus. Et dès lors que les élus peuvent recevoir des orientations et ont reçu des directives. Parce que c'est ce qui est normal. Si vous êtes de mon parti politique, le parti peut se réunir dans son instance suprême et dire, bon, voici le comportement de nos militants ou de nos élus. Et les élus, loyalement, doivent suivre. Donc, on a vu des partis qui ont dit, nous, nos élus ne doivent pas parrainer quelqu'un d'autre sans l'accord de la direction du parti. Vous voyez, quand c'est comme ça, ça veut dire que
tant qu'un parti n'a pas d'élu, ce parti ne peut pas avoir un candidat à l'élection présidentielle. Les parrainages auraient été conformes à la Constitution si on avait fixé ça au niveau du peuple, par exemple, comme en Côte d'Ivoire, je crois. Donc on dit, vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle si vous avez 100 000 voix de peuple. En ce moment, vos militants doivent valoir 100 000 pour que... Oui, ça c'est tout à fait possible. Mais le fixer au niveau des élus, avec un lien, parce que ce sont des élus qui doivent obéir à la ligne politique des partis politiques, loyalement, si ils ne sont pas loyaux. Ça pose un problème. Alors, donc c'est contre la Constitution. Et les 25 millions? Les 25 millions, compte tenu du niveau de vie de nos populations, je pense que 25 millions, c'est beaucoup. Si on doit faire une caution, il lui fallait que la caution ne soit que symbolique. Pour permettre. Et moi, je pense que la limitation... On dit pour exclure les plaisantins, parce que tout le monde aurait pu se retrouver finalement candidat à la présidentielle. La limitation du nombre de candidats à l'élection présidentielle, d'abord, ne peut pas être prononcée officiellement parce qu'on est en démocratie multipartite, intégrale même, mais on peut jouer sur des instruments légaux de conditionnalité pour permettre de réguler. Voilà. Et donc, si on disait par exemple, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir des parrainages de 13 000 personnes à raison de 1 000 personnes par région. Vous voyez, les partis qui ne sont implantés depuis 20 ans que dans 2 régions, évidemment, soit le parti se déploie pour correspondre maintenant à la définition d'un parti politique, soit il disparaît en tout cas, soit il ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle. Alors que ce critère-là, par exemple, il est démocratique, il est constitutionnel. Puisque la Constitution dit que le parti politique doit être implanté largement sur le... Vous voyez, en fait, si on se concertait, il y a ce type d'idées qu'on peut injecter dans la discussion et puis on discute. Mais donc, du coup, on peut les mettre dans les réformes futures au niveau du code électoral. Oui, faut-il qu'il y ait du dialogue. Parce que moi, ce que je demande, avec le gouvernement actuel, avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est du dialogue. Vous lui avez pas dit ça quand vous l'élection. Est-ce que vous lui avez pas dit ça quand vous êtes allé le féliciter? Bon, le moment n'était pas très opportun. Et quand vous êtes arrivé, quoi, c'était des formalités? On a fait des formalités. Oui. Bon, on a quand même eu à peu près 1 heure d'échange. Ah, mais c'est beaucoup quand même. Ça aurait dû vous permettre de... Mais on a ouvert des possibilités d'échange après. Et donc, j'espère qu'on... Depuis là, il ne vous a plus reçu? Moi, je n'ai pas encore demandé. Lui ne m'a pas reçu. Mais moi, je suis très intéressé qu'on parle de ces choses-là. Vous souhaitez qu'il vous reçoive là alors? Oui, bien sûr, c'est un président de la République. L'élection est terminée. Pendant l'élection présidentielle, c'est mon challenger. Moi, je vais être président, lui, il est président. Évidemment, il faut que chacun parle de chacun, de ses faiblesses, etc. Ça, c'est normal. Et je l'ai fait. J'ai valorisé mon programme politique, ce qui veut dire qu'il fallait que je dévalorise le programme politique du MPP. Je ne vais pas dévaloriser le candidat Roch-Marc Christian Kaboré dans sa personne. Je n'attaque pas les personnes des gens. Bon, ça, on a fait ce jeu. Mais l'élection est terminée. Il est président de la République. Moi, je suis burkinabé. Et je suis de la ressource du Burkina Faso. Et aujourd'hui, moi, je considère que je suis à la disposition de l'État. Évidemment, celui qui gère l'État, c'est celui qui repositionne les ressources. Certains verront en ce message-là une volonté de se voir nommer quelque part, éventuellement, un poste de responsabilité que vous lorgnez à distance. Je ne lorgne pas un poste de responsabilité, mais moi, je suis honnête. Si aujourd'hui, on me dit, compte tenu, professeur Soma, de ce que vous savez faire, on pense que vous pourriez aider ici ou vous pourriez être utile ici, moi je vais regarder ce qui est proposé. Parce que c'est quoi on est devenu en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de qualité? On ne l'est pas devenu par naissance. Moi je suis devenu professeur, titulaire si on veut, mais par les ressources humaines d'abord des Burkinabés et par l'argent du Burkina Faso qui a mis en place un système éducatif que j'ai utilisé, j'ai été boursier. Je ne vais pas tourner le dos à cette nation qui m'a permis de me former. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui dirige le pays qui n'est pas moi. Encore que celui qui dirige, moi je ne le déteste pas. Je vais être président à sa place, c'est normal. Je ne déteste pas le président. Un discours politiquement correct à la limite pour avoir voix au chapitre éventuellement. Moi, j'ai fixé, en fait je suis clair avec les gens, je suis constant. J'ai dit, mon attitude politique sera faite de courtoisie et d'élégance, mais aussi de fermeté. C'est-à-dire ce que je veux là, je le dis. Si je veux faire plaisir au président Roch-Marc Christian Kaboré, je ne veux pas dire que je vais être président de la République. Parce que lui, il est déjà président de la République. Ça veut dire que je vais prendre sa place. Mais je dis que je vais être président de la République. En même temps que je dis ça, je suis ferme. Je vais continuer à travailler. Je n'ai même pas dit que, bon, compte tenu des élections qui sont passées, je ne vais plus me présenter. Je vais me présenter. Voilà je veux être président de la République. Et donc, et ça ne m'empêche pas que on puisse servir
je ne vois pas l'incompatibilité entre les deux, mais ça dépend de la façon d'y aller et dans quoi on y va. Voilà qui est clair. Je vais vous entendre après les élections. Le ministère donc en charge des partis politiques, on pourrait le dire ainsi, vous a demandé de dire soit vous appartenez à l'opposition ou à la majorité. Vous avez déclaré appartenir à l'opposition politique. Finalement, vous avez fait le jeu alors que vous avez créé à un moment donné l'ONA, l'opposition non alignée finalement. On se demande, mais finalement, on a l'impression que vous n'avez pas trouvé votre repère. Non, mais moi je suis constant. C'est une des choses sur lesquelles je ne vais jamais tromper les Burkinabés. Je suis clair et constant dans mon action politique. Je suis de l'opposition, puisque je suis même allé à l'élection présidentielle contre le président de la majorité. Donc je suis de l'opposition. Donc quand le ministère nous a dit de nous déterminer si on veut être de la majorité ou de l'opposition, j'ai fait une déclaration, le Soleil d'avenir a fait une déclaration d'appartenance à l'opposition. Mais le Soleil d'avenir, dans l'opposition, n'est pas dans le cadre de concertation du CEFOP. Le Soleil d'avenir, dans l'opposition, est dans l'opposition non affiliée. Donc vous n'êtes pas à la solde d'Edi Komboïgo? Non, ce n'est pas une question de solde, c'est une question de cadre d'action. C'est un porte-parole là, de toute façon, être chef de file de l'opposition politique. Non. Est-ce que finalement, ce qu'il va dire ne va pas vous engager clairement? Ça, c'est évident. Parce que je ne suis pas dans le cadre de concertation du CEFOP. Moi, je suis dans l'opposition, mais dans l'opposition non affiliée. C'est qu'on appelle l'ONA existe toujours. L'ONA existe toujours et le Soleil d'avenir a le privilège, l'honneur qui lui a été fait par les autres, de lui confier la présidence de l'ONA. Moi, je suis président de la conférence des présidents de l'ONA et je le suis toujours. Il n'y a jamais eu de tergiversation là-dessus. Mais il faut que les gens comprennent une chose, peut-être deux choses, rapidement. La première chose, c'est que aujourd'hui, d'après la loi modifiée en 2013, toute l'opposition n'est pas obligée de se retrouver dans le cadre de concertation du CEFOP. Et le cadre de concertation du CEFOP, c'est un club d'amis que le CEFOP met en place. Et quand on parle de CEFOP, ce n'est pas un cadre, c'est une personne. Et ça financé à combien? 100 millions par an? Oui. C'est quand même énorme. Même beaucoup plus. Parce qu'après, il y a la logistique et tout ça qui suit. Donc, il faut qu'on comprenne que quand on dit CEFOP, là, ce n'est pas un cadre. C'est juste une personne qui est nommée par une résolution de l'Assemblée. Et cette personne, maintenant, vient mettre en place son cadre de concertation du CEFOP, qui est un cadre privé qui n'est pas reconnu aussi par la loi, qui n'est pas dans la loi en tout cas. Et donc, ce qui fait que la loi autorise que si on est opposant, on peut aller au CEFOP. Mais on peut être opposant et ne pas aller dans le cadre de concertation du CEFOP. Et donc, le Soleil d'avenir, avec d'autres partis politiques, se sont déterminés de l'opposition, mais ne sont pas dans le regroupement autour du chef de file de l'opposition. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous donne le même budget qu'on donne au CEFOP aujourd'hui? Non, c'est qu'on souhaite, on l'a clairement dit dans nos écrits. Je suis un homme constant. On a dit, nous on fait ça parce que la loi est défaillante. La loi sur le statut de l'opposition politique au Burkina Faso a beaucoup de failles et a beaucoup de malheurs même. Et nous avons dit qu'il faut relire cette loi. Et j'espère vraiment que toute considération politique mise à part, les autorités en charge du dossier, avec en tête le chef de l'État et le Premier ministre, évidemment le ministre d'État en charge de la décentralisation et de la sécurité, ma TDC, va prendre en charge ce dossier pour qu'on relise cette loi. La loi a beaucoup de problèmes. Vous voyez, la loi autorise l'existence d'un chef de file d'opposition sans créer un cadre institutionnel pour lui. En fait, c'est comme si on a un chef d'institution sans institution. C'est ça le CEFOP. Mais il fait ce qu'il veut. Voilà, en ce moment, il fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut? Il a créé son cadre d'amis. Son club d'amis qui s'appelle le cadre de concertation du CEFOP, qui est hors la loi. Enfin, qui n'est pas contraire à la loi, mais qui n'est pas dans la loi non plus. Et ce qui laisse aussi la possibilité de créer d'autres cadres de concertation dans l'opposition, comme l'ONA. Et pour l'instant, il y a deux cadres de concertation dans l'opposition. C'est le cadre de concertation du CEFOP et le cadre et l'ONA. Ok, voilà qui est suffisamment clair. Je vais vous entendre rapidement sur la réconciliation nationale. C'est un débat qui fait l'actualité. Alors, le profil de Zéphirine Diabré a été souvent contesté. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je parle d'abord de certitude. La réconciliation nationale, il faut qu'on la réussisse. Parce que j'avais mis même dans mon programme que c'est un des premiers axes d'action de ma présidence de la République si j'étais élu président du Faso. Donc, personne ne va dire qu'il n'y a pas matière à se réconcilier. Il y a des problèmes, il faut qu'on se réconcilie. Deuxièmement, les problèmes sont beaucoup plus vastes qu'on ne le pense. Parce que la réconciliation ici, pour moi, il faut une réconciliation politique. C'est-à-dire que dans l'histoire politique du Burkina Faso, il y a eu beaucoup de distorsions. Il faut une réconciliation régionale. Il y a des plaintes des régions de ce pays par rapport au déséquilibre de développement qui est manifeste, qui est patent, qui est sous nos yeux. Il faut l'admettre.
et le traité. Il faut une réconciliation religieuse. Il y a un problème aussi qu'il faut écouter. Parce que si on ne se dit pas la vérité et qu'on continue de se masquer la face dans les salons fêtrés de Ouagadougou, un jour, le problème va nous réjaillir à la face et on ne saura pas réagir. Il faut anticiper. Il y a cette réconciliation religieuse-là. Il y a un déséquilibre dans la gouvernance religieuse de l'État, dans le comportement religieux de l'État. Il faut régler ça. Il y a la réconciliation sociale. Parce qu'avec ce problème foncier, tout le monde est d'accord que c'est une bombe à retardement, et moi, je n'ai pas envie que ça explose sous ma présidence. Et je n'ai pas du tout que ça explose au Burkina Faso parce que ça peut être une révolution très violente. Donc moi, j'ai 5 chefs de réconciliation. Donc vous n'êtes même pas dans la logique de ceux qui pensent à l'impunité ou encore au règlement de compte politique. Ce n'est qu'un seul aspect. Oui. Quand on parle de l'impunité, ce n'est qu'un seul aspect, c'est la réconciliation politique. Ça fait partie des champs de réconciliation, mais ça n'épuise pas. Il y en a 5 pour moi. Okay. Voyez? Et la question judiciaire? La question judiciaire, ça fait partie de la réconciliation politique. Parce que quand on parle de la question judiciaire, on parle de ceux qui ont géré le pays, qui ont fait des choses. Mais on parle des crimes de sang aussi quand même. On n'a pas soldé ce passif. Oui, est-ce qu'il faut les faire répondre? Est-ce qu'il faut les juger d'abord? Évidemment, ça c'est l'option. Mais je continue l'analyse. Alors sur le plan maintenant du profil, moi je pense que, je ne veux pas dire une erreur parce que ça peut paraître violent à l'égard du casting, du chef de l'État, tout ça. Mais je pense qu'on aurait pu... Enfin, on a emprunté un chemin un peu le plus compliqué en tout cas. Dès lors qu'on confie la réconciliation à un ministère, on affaiblit institutionnellement la réconciliation. Pourquoi? Parce que politiquement, un ministère et un ministre est un subalterne du président de la République. C'est un subalterne, ça personne ne peut le contester. Bon, et quand c'est le ministre qui pilote la réconciliation, dont certains aspects peuvent intéresser le président de la République. Il y a donc de bonne foi l'impression que sur ce dossier qui peut intéresser le président de la République ou dans lequel il peut être impliqué, le ministre qui est son petit ne peut pas être objectif. Et dès lors qu'il y a un manque ou des soupçons de manque d'objectivité en matière de réconciliation, il y a déjà les graines de l'échec qui sont sémées. Parce que la réconciliation, ça signifie qu'il y a problème entre au moins 2 acteurs et que celui qui est chargé de réconcilier n'est pas dans le problème. Malheureusement, les acteurs actuels sont aussi dans certains des problèmes de la réconciliation. Donc en ce moment, ces acteurs ne peuvent pas être les acteurs à la fois du problème et à la fois de la réconciliation. Donc nous sommes mal embarqués. On est mal embarqués parce que c'est pourquoi je disais dans mon programme politique, en réalité, une vraie réconciliation au Burkina Faso réussie avec... normalement, avec la normalité, ne peut être menée que par une génération nouvelle, qui peut solder aussi le problème de la génération passée. Mais quand on est dans la même génération et qu'on a eu des prises de part dans des problèmes qu'on doit régler soi-même, ça devient un problème. On peut avoir toute la bonne foi, comme Zéphirin peut l'avoir, mais c'est le regard aussi de l'autre qui compte. C'est le regard de la population qui compte, c'est le regard du vis-à-vis aussi qui compte. Si lui pense que vous ne serez pas objectif, ben, il ne serait pas prêt à venir. Mais je suis convaincu d'une chose. Demain, personne ne va mettre à l'écrit que vraiment on s'est trompé, on a échoué la réconciliation. Personne ne va faire ça. On va tout faire pour faire une déclaration de réussite de la réconciliation. Peut-être même qu'on instituera une journée nationale de la réconciliation qu'on va célébrer. Comme ce qui fut fait sous Compaoré, mais qui n'a pas donné grand-chose. Mais tant qu'on n'a pas fait les choses honnêtement, l'histoire nous rattrape. Vous avez vu sous Compaoré, bon, il a voulu faire certaines choses, le pardon national. Il y en a qui ont dit clairement, nous on n'y va pas. Mais bon, si on disait, on a échoué, c'est comme une honte politique. Mais on a dit qu'on y va, on a fait le pardon, et puis on célébrait la journée de pardon chaque année le 30 mars. Mais depuis que Compaoré est tombé, qui a célébré, qui a chômé le 30 mars? Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'intégrité, et notre pays porte ce nom, suffisamment d'intégrité dans la conduite du processus. Et on risque d'avoir le même schéma. Mais honnêtement, comme moi-même j'avais dans mon programme politique présidentiel la réconciliation, moi je souhaite qu'on réussisse la réconciliation. Voilà qui est bien dit. Alors je vais vous entendre rapidement. Idriss Déby Itno qui est mort, son fils qui le remplace. Une fois de plus, la patrimonialisation du pouvoir ou la monarchie au Tchad, ça vous désole un peu de voir cela? Ça me désole à 2 égards. Et je me place là aussi du point de vue de mon profil constitutionnel. Il y a des mécanismes constitutionnels de succession du chef de l'État qui sont dans la constitution du Tchad que je connais très bien. C'est le président du Sénat qui doit récupérer le pouvoir lorsque le président de la République est indisponible de façon définitive. On a désactivé ces mécanismes-là. Donc, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement.
Ça, c'est ma première désolation. La seconde, c'est la non-réaction de l'Union africaine, parce que manifestement, comme c'était le cas au Burkina Faso et que l'Union africaine avait réagi à l'issue du coup d'État de Djendjere, l'Union africaine n'a pas réagi. L'Union africaine avait clairement dit que ça, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement et nous n'allons pas l'admettre. Alors mais que dans le président de la Commission africaine actuellement est un Tchadien. Oui, mais le Tchad, voilà. Dans le cas du Tchad, il faut une réaction ferme parce que quand même, là-bas, ça veut dire qu'il n'y a pas une crise qui a tellement duré, qui a pourri les institutions telles que... Parce que ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde. Moi, j'avais des contacts là-bas, ça a surpris tout le monde. Vous voyez? Donc, quand c'est ainsi, il faut faire passer les choses et puis éventuellement, le fils, s'il veut se positionner et qu'il démissionne de l'armée et qu'il se positionne. Voilà qui est clair. Un mot sur le Bénin. Vous êtes dessus un peu de comment Patrick Talon a tué la démocratie dans ce pays? Aussi bien, je plaide pour... Enfin, j'ai un comportement d'élégance et de courtoisie au plan national. J'ai aussi un comportement de courtoisie et d'élégance au plan international parce que j'aurais pu être président de la République et être homologue de Patrice Talon et avec lequel il aurait fallu qu'on travaille. Ce qui n'empêche pas de lui dire ce voilà, que dans cet esprit-là, je vais lui dire ce que je pense, mais en le disant de la manière la plus courtoise possible. Et je pense que moi, j'apprécie Talon du point de vue de ses performances opérationnelles, c'est-à-dire économiques. Mais sur le plan de la conservation du capital, du patrimoine politique et démocratique béninois, je pense qu'il y a un manque à gagner. Nous, on aimait bien prendre le Bénin en exemple sur beaucoup de dossiers démocratiques. Mais j'ai l'impression quand même qu'il n'a pas réussi à manœuvrer le consensus national qui caractérise le Bénin, notamment sur le plan politique. Parce que quand on y va, on va à des élections législatives et présidentielles avec ce qui est apparemment une exclusion de l'opposition. Évidemment, on gagne moins en légitimité démocratique et en crédibilité politique. Et je pense que c'est son cas. Et c'est dommage, parce que l'idéal aurait été d'avoir la performance économique et la légitimité démocratique et en sortir. Et après, on devient un repère. Bon, moi, je souhaite qu'il puisse avoir le temps de s'ajuster du point de vue des pratiques démocratiques, notamment pour ce qui concerne le cas de Aïvo. Je ne le cache pas, Joël Aïvo, c'est un ami, c'est un frère. On le sait, parce que vous êtes quand même des collègues constitutionnalistes ensemble. Au-delà d'être collègues, on est vraiment amis, au sens sentimental du terme. Donc vous en appelez à la clémence. Et évidemment, ce qui l'affecte m'afflige. Oui, ce qui l'affecte m'afflige. J'ai déjà eu quelques contacts avec quelques proches du dossier, voilà, donc... je pense c'est bien reçu, ma démarche a été bien reçue. Et moi, j'espère simplement que ça puisse aboutir à l'accalmie de la situation le plus rapidement possible. Le Bénin est un pays frère et c'est un pays repère qui est mûr en démocratie depuis 1990 et on continue, que le Bénin continue de servir l'exemplarité démocratique et maintenant aussi l'exemplarité dans le succès économique. Merci à vous, professeur Blaise Oumou. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite. Bonsoir chez vous.